Oui, je l'ai allumé, bonjour. Je m'appelle Bruno Elie, je suis directeur de recherche au CNRS, émérite, membre de l'UMR Histoire et sources des mondes anciens, qui rassemble les instituts d'enseignement supérieur de Lyon, l'ENS et l'Université de Saint-Étienne. Et je suis spécialiste d'archéologie grecque et d'inscription grecque, travaillant en Grèce du Nord, et dans une région qui s'appelle la Thessalie, et qui, pour des raisons évidentes, est un pays où les tremblements de terre ont un rôle considérable dans l'histoire, ce qui m'a amené à m'intéresser et à développer des études d'archéosismologie. Je remercie donc l'équipe de l'Université ouverte Lyon 1 qui m'a invité dans ce cycle sur les séismes à parler d'archéosismologie. Principes et applications en pays méditerranéens. Et je vais essayer de vous définir assez rapidement les objectifs, les buts, sur quoi elle porte et ce qu'elle apporte à la connaissance des tremblements de terre. On distingue classiquement la sismologie historique, l'archéosismologie, la paléosismologie, qui sont des approches distinctes d'un phénomène naturel dans le passé. Et elles se positionnent par rapport, ces disciplines, à la sismologie instrumentale, qui a un développement récent, c'est-à-dire depuis, en gros, le début du XIXe siècle. Les spécialistes des sciences de la nature, de la géologie, étalent en quelque sorte les apports de ces disciplines selon une espèce d'échelle diagonale qui fait qu'elles se recoupent à peine. En réalité, la sismicité historique s'étend sur des périodes très différentes en fonction de les civilisations qui pratiquaient l'écriture et qui nous ont laissé des documents écrits. L'archéosismologie, donc, elle est, entièrement concentrée sur les objets matériels, les constructions, les établissements, l'organisation des territoires. C'est donc la nature des sources qui permet de caractériser les champs disciplinaires et qui sont fortement complémentaires. L'archéologie, sismologie, a pour but de détecter les traces de séismes passés à partir des objets matériels. Principalement l'analyse des traces de dommages sur les vestiges enfouis ou encore existants du patrimoine archéologique et architectural, une étude des techniques de construction sismo-résistantes dont nous reparlerons, et une étude des comportements des communautés, c'est-à-dire le degré de risque que ces communautés acceptaient et continuent d'accepter dans le meilleur des cas. L'objet de nos études porte sur le patrimoine bâti, architectural et environnemental. Il s'agit des grands monuments, pyramides, cathédrales, mosquées, ouvrages d'art, qui traversent les siècles. On peut les définir en quelque sorte comme des grands séismographes en pierre. Il y a également les vestiges archéologiques, eux qui sont enfouis, mais donc, dont la durée de vie s'arrête à partir du moment où ils sont abandonnés. Et enfin, mais il ne faut pas l'oublier, le patrimoine bâti des centres historiques, des habitations rurales, c'est-à-dire toutes les constructions qui reposent sur des techniques constructives anciennes, des pratiques qui ne font pas forcément l'objet de théorisation, mais qui se transmettent de génération en génération quand on a expérimenté les séismes dans une région donnée. Voilà un petit tableau qui montre justement la différence de durée de vie entre les grands monuments que nous conservons encore aujourd'hui, les pyramides, le Parthénon, incluant la Tour Eiffel, les sites archéologiques comme Pompéi, dont la vie se termine en 79 après Jésus-Christ, et puis les traditions constructives qui, elles, traditionnellement, traversent le temps et les siècles. Ces productions architecturales ont deux caractéristiques essentielles. Il s'agit de constructions en dur, en matériaux durs, donc on assure leur transmission, théoriquement, de génération en génération. Et d'autre part, leur remplacement, quand ils sont détruits,
est possible, mais selon les mêmes règles et les mêmes techniques, le même usage de matériaux. Ces analyses de dommages sur la longue durée relèvent en quelque sorte d'une lecture d'ingénierie sismique conduisant à une typologie caractéristique que je vais vous présenter, une analyse des états de construction, lecture archéologique des bâtis, qui peut révéler une succession d'événements, c'est-à-dire une succession de constructions, réparations, réutilisations, etc., et une analyse des contextes qui permet d'interpréter les comportements des communautés selon qu'elles ont décidé de perdurer malgré le séisme ou au contraire d'abandonner parce que le risque était trop grand. Voici d'abord la typologie des désordres et des dommages. L'archéosismologie est une discipline relativement jeune. Elle a commencé de manière, j'allais dire, officielle à partir du début des années 80, en particulier en Israël, par une série de publications d'archéologues israéliens qui reconnaissaient toute une série de dommages caractéristiques imputables au tremblement de terre. En 30 ou 40 années, cette typologie des désordres s'est complètement fixée et on arrive maintenant à un consensus général, que ce soit du côté des géophysiciens, géologues, ingénieurs, architectes et archéologues, sur la caractérisation de dommages qui relèvent typiquement du tremblement de terre, des effets du tremblement de terre. En voici un certain nombre que je vous présente sous forme de fiches, avec chaque fois une petite localisation, mais vous verrez que en réalité, sur le même type de bâti, vous avez les mêmes effets, quelles que soient les régions et les périodes que vous rencontrez. La première caractéristique de ces tremblements de terre, c'est ce qu'on appelle les fissures en croix, comme celle que vous avez là, sur cette image, avec des déplacements comme cela autour de la fenêtre, qui est évidemment une ouverture, donc un élément de fragilité, et donc c'est caractéristique du tremblement de terre parce que c'est l'effet du passage des ondes qui se déplacent dans le sol, qui vont déplacer, mais pas dans le même temps, le premier mur puis le deuxième mur, avec une inertie de la paroi parallèle à la diffusion de l'onde qui va donner cette fracture dans un sens puis dans l'autre. Autre dommage caractéristique, ce qu'on appelle les coups de sabre. Vous en avez un sur un moulin à vent de l'île de Lefkas en Grèce, mais vous avez sur une forteresse de la Haute-Provence près de Manosque à Saint-Mème les mêmes traces, et dans une église du plateau arménien également. Autre caractéristique bien reconnue, le déplacement des colonnes. Les colonnes sont soulevées et évidemment l'onde horizontale les déplace légèrement. Elles retombent bien sûr par inertie, mais pas exactement à leur place. Et vous voyez, le portique de Jerash en Jordanie présente ce type de dommage caractéristique. Même chose à Larissa, sur le bâtiment de scène du théâtre de Larissa, que j'explore avec un collègue grec et des collègues de notre équipe Histoire des sources des mondes anciens. Et là, nous voyons quels sont les effets des déplacements de blocs. Vous avez là toute une série de caractéristiques qui vous sont montrées, en particulier ce qu'on appelle des effets de choc sur les arêtes des blocs, comme vous le voyez sur ce grand bloc horizontal. On appelle ça, avec un terme anglais, qui s'appelle hammer shock ou éclat conchoïde. Vous avez également des déplacements de blocs. Vous voyez bien que dans ces deux blocs qui étaient jointifs avec un crampon en métal, l'un des deux a été déplacé par rapport à l'autre, et le crampon, naturellement, a été rompu. Subsiste encore dans les cuvettes le fer et le plomb de scellement, mais la partie, j'allais dire, qui liaisonnait les deux murs a évidemment disparu. Même chose, des déplacements horizontaux, par exemple sur un grand mur sur le plateau arménien de plusieurs mètres, ou bien
des décalages dans les mosaïques de quelques centimètres en Tunisie ou en France. Autre effet également, rupture combinée, effet de cisaillement, coup de sabre et décalage des parements du mur par effet de la secousse. Autre caractéristique, la déformation des voûtes, ici sur un site de Jordanie qui s'appelle Rassas, un site d'époque byzantine, donc 6e, 7e siècle après Jésus-Christ. Les voûtes sont restées en place, mais vous voyez, leur déformation est considérable puisque les murs se sont écartés et d'autre part, les claveaux de voûte ont été légèrement séparés et la voûte s'est refermée, mais ça a laissé le temps, en quelques millièmes ou dixièmes de seconde, à un des blocs de descendre et d'être bloqué par le rétablissement des poussées de la voûte. Même chose, les ruptures d'angle avec les reprises de façade. Le mur de la petite église de Salagon, en Haute-Provence, a été ruiné à l'angle. Les maçons l'ont remonté, mais évidemment en suivant la verticale, alors que la façade de l'église avait basculé vers l'avant. Voici par exemple un autre exemple d'effondrement de mur sur un palais mycénien en Crète. Également, basculement de piliers, d'éléments isolés, et vous voyez que ce pilier carré a fortement basculé, mais que la voûte dessus a été reprise et remontée, mais cette fois-ci de manière verticale. Donc nous avons effectivement un état avant et un état après tremblement de terre qui montre clairement l'intervention des gens. Même chose dans une église arménienne en Turquie orientale, à Diyarbakir, où la colonne a été déplacée. Éclatement de blocs par suite de compression verticale. Là, vous avez un exemple qui vient de l'Arménie, un autre qui vient de Jordanie, de Djerash. Je reviens sur ces fameux éclats conchoïdes. Là encore, vous voyez bien les effets. Soulèvement du pilier de la porte de l'église d'Avoustar. Les blocs retombent, mais pas tout à fait horizontalement, pas tout à fait à la même place, et les arêtes de blocs sautent et sont complètement effacées. Autre effet, même chose, mais cette fois-ci non plus avec des poussées verticales, mais horizontales, qui donnent les mêmes effets. Même chose encore en Arménie, et vous voyez, ça peut aller faire des éclats de très gros volume. Même chose dans une église sur une colonne. Autre effet, cisaillement de blocs et par compression, par écrasement, et vous avez là un effet tout à fait caractéristique également, que l'on retrouve de manière très très générale dans les zones sismiques où vous avez des constructions monumentales de ce type. Encore un exemple, ici sur des maisons tout à fait ordinaires, vous voyez que la fenêtre, qui est une fenêtre Renaissance du XVe siècle, eh bien, elle a été légèrement déformée puisque le meneau de la partie haute n'est pas dans l'alignement de la partie inférieure. Même chose dans une autre église, dans un autre bâtiment en Poitou. Vous avez ces déplacements verticaux et horizontaux qui font que vous avez la création d'une fissure que l'on trouvera bien sûr bouchée dans un état ultérieur. Même chose sur des seuils, d'autant plus caractéristique que vous avez là encore au passage de l'onde sismique le montant d'un côté qui se soulève, il retombe pendant que l'autre est à son tour soulevé et le choc qui est produit sur le bloc de seuil le fracture selon le tracé que vous avez. Même chose pour les balcons, même chose pour un autre seuil sur le théâtre de Larissa. Si la rupture, ce n'est pas une rupture, c'est le passage d'une canalisation d'évacuation d'eau que l'on a aménagée
après coup. Oui. Voilà les effets de cette rupture, et vous voyez que dans les fondations, c'est la même chose. Autre élément, je peux y aller? Autre élément caractéristique, les descentes de claveaux. On en a aperçu un tout à l'heure en présentant les déformations de voûte, mais ici vous avez des éléments caractéristiques, je répète, la voûte s'ouvre, le bloc commence à descendre, la voûte se referme, le bloc est coincé, mais il n'est pas dans sa position d'origine. Nombreux autres exemples de descente de claveaux de voûte, que ce soit pour des monuments, que ce soit pour des maisons, comme ces maisons bourgeoises à Erevan, où vous voyez bien que, en particulier, le claveau du soupirail de la maison a subi, lui aussi, les effets d'un séisme. Continuons avec notre typologie des désordres et dommages, en particulier les déformations de coupoles. La coupole, là, la photo est très difficile à prendre, mais la coupole est déformée, elle n'est plus sur un cercle, mais sur un ovale. Vous avez la même chose dans d'autres églises, par exemple en Arménie. Un autre exemple tout à fait caractéristique, c'est, cela va vous surprendre, mais la cathédrale Saint-Maurice à Vienne, Isère, tout près de Lyon, eh bien, elle présente sur trois voûtes de la nef sud des déformations. Vous avez les arêtes de voûte sont complètement en forme de S et elles ont été certainement déformées par suite d'un mouvement de sol qui a déplacé les piliers de ces voûtes et qui a entraîné très probablement la ruine des voûtes qui étaient plus à l'ouest de celles qui ont été conservées déformées. Même chose avec autre dommage, des rotations caractéristiques. En Arménie, un kashkar, c'est-à-dire un énorme bloc qui porte une croix sculptée, a été soulevé et déplacé par rapport à sa base. De même, et ça, vous avez là un exemple arménien, mais qui remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ, sur le temple de la déesse Kaldi, sur le site d'Erebuni, près d'Erevan. Encore un exemple de rotation d'une église probablement du 7e siècle après Jésus-Christ, dont il ne reste que ce morceau, et vous voyez bien, et le dessin qui l'accompagne, qui a été fait par mon ami et collègue et complice en archéosismologie, l'architecte Alain Rideau, eh bien, vous voyez la rotation par rapport à la fondation. Cela s'explique et les ingénieurs modernes rendent complètement compte de ce genre d'oscillation et torsion pour expliquer ce type de phénomène. Même chose sur le forum romain de Roussino à Perpignan, où vous avez des déformations, des rotations de base sur l'alignement du portique. Même chose aussi au Bangladesh, où j'ai été amené à travailler sur une fouille française où mon collègue et ami qui dirigeait la fouille soupçonnait la présence d'effets de tremblement de terre. Eh bien, vous voyez sur ces énormes piliers en briques des rotations et des fracturations et des basculements tout à fait caractéristiques. Même chose en Jordanie encore, avec des déplacements complets de voûtes d'un seul bloc, comme le dessin le montre bien. Autre effet caractéristique, ce que l'on appelle les pelages de façade. Bien sûr, c'est lié à des techniques constructives très caractéristiques qui, soit dans ces églises byzantines en Arménie, sont des constructions en caisson. On taille des carreaux qui servent de façade, mais qui servent aussi de coffres dans lesquels on empile de la maçonnerie et les déchets de construction. Mais lorsque survient le tremblement de terre, eh bien, les carreaux de façade se détachent, le noyau de maçonnerie subsiste, mais la façade est totalement ruinée. Même chose en Italie, cette fois-ci, non pas sur la même technique de construction, mais ce qu'on appelle des murs a sacco, c'est-à-dire des murs avec deux parements et juste
un remplissage de terre qui fait qu'un des parements, sous l'effet de la secousse, va s'effondrer en quasi-totalité. Effondrement de voûtes, bien sûr. Effondrement de maisons. En France, à Salon, ce qui est considéré comme le grand tremblement de terre de référence en France, Salon de Provence 1909, eh bien, vous voyez, en extrémité d'îlot, une maison a été complètement effondrée. Elle n'a jamais été reconstruite parce qu'il fallait probablement aménager le carrefour. Et vous voyez que le voisin de la maison qui a subsisté en a profité, cette maison-ci, en a profité pour faire une ouverture et donner du jour à une pièce de l'étage de sa maison. Ici, une vue à Salon de Provence également, effondrement de façade en totalité sur tout l'alignement de la rue qui montre ces écroulements. On vous expliquera tout à l'heure quelles sont les raisons de ces phénomènes qui sont que tous les angles disparaissent en partie supérieure. C'est le cas ici pour des maisons rurales en Grèce ou en Italie. C'est le cas ici en Arménie pour des maisons bourgeoises à Erevan. C'est le cas du grand monastère arménien de Tatev. Vous voyez bien que le dessin qui a été fait à la suite de la catastrophe des années 30, eh bien, la fissuration de l'angle nord de l'église et l'effondrement de la coupole qui était posée dessus s'explique par cette parabole, c'est-à-dire, là encore, un déplacement horizontal des sols et l'inertie des parties hautes qui ne suit pas le mouvement. On peut différencier complètement ce type de dommages de ceux qu'on produisent des inondations, car elles répondent plutôt à cette parabole-là, c'est-à-dire un affouillement des fondations qui est causé par les crues des rivières, comme on en voit si souvent. Autre dommage caractéristique, l'effondrement des colonnes qui tombent, j'allais dire, comme des rondelles de saucisson. L'exemple le plus célèbre, c'est le temple de Phidias de Zeus à Olympie. Là, je vous donne un exemple en Jordanie, qui est absolument identique. À Larissa, même chose, l'effondrement des colonnes, mais cette fois-ci par rupture, parce qu'il s'agit non plus de colonnes fondées sur des tambours de colonnes successifs, mais des colonnes monolithes. Et vous voyez que l'effet du tremblement de terre a rompu ces colonnes monolithes pratiquement toutes à la même hauteur. On peut en déduire une chose très importante, c'est que ce tremblement de terre qui a ruiné ce portique du bâtiment de scène du théâtre de Larissa est arrivé à un moment où le théâtre était abandonné et rempli de terre pratiquement jusqu'à la hauteur des ruptures de colonnes. On a déjà vu ces tassements et basculements de blocs et de tympans. Même chose pour la déformation horizontale des murs qui ont donné ces fameuses éclats conchoïdes, mais c'est la même chose avec des constructions en briques, comme vous le voyez, parce que ces murs sont sujets à des poussées horizontales liées au tremblement de terre. Même chose avec ces sols qui sont comprimés entre les deux murs d'une pièce et qui vont se soulever au passage de l'onde sismique. Même chose aussi pour des élévations de murs pris entre deux murs perpendiculaires et là encore la déformation par compression va donner le résultat que vous donne cette image. Même chose encore, déformation de sol sur des mosaïques. Encore un autre volet important de nos études d'archéosismologie, c'est le repérage de tremblements de terre à partir d'opérations et confortements que les communautés ont opérés après un tremblement de terre. Et vous avez là également des éléments caractéristiques sur lesquels
largement consensus. Le premier et le plus intéressant, ce sont les bouchages d'ouverture, puisque les ouvertures représentent en fait des points de faiblesse, surtout quand elles sont placées aux angles des maisons. Donc on s'empresse, après déformation de la fenêtre, comme on en a vu tout à l'heure, de la refermer. Même chose avec des portes, comme celle que vous avez à l'image tout à fait en bas à droite. Également, bouchage d'ouverture ici, après effondrement d'angle et reconstruction d'un arc de voûte, de réduction de l'ouverture et bouchage complet. Vous avez en fait là pratiquement 3 phases d'intervention. Même chose, rétrécissement d'ouverture. Bien sûr, boucher peut avoir des inconvénients considérables, mais on essaye de limiter les dégâts en réduisant l'ouverture en question pour les fenêtres comme pour les portes. Vous avez là des exemples, soit à Forcalquier, soit à Vendeuvre en Poitou, soit à Péliphane, là encore dans les Alpes de Haute-Provence, près de Manosque. Bouchage de fissure, vous avez là une marque très caractéristique de la fissure qui a été bouchée en dessous des fenêtres qui, je le répète, sont des éléments de faiblesse que le tremblement de terre a bien su exploiter. Rupture d'angle, bien sûr, et reconstruction d'angle avec renforcement. On se met là avec des blocs de grande taille et bien appareillés pour renforcer l'angle. Rectification des murs qui ont été basculés, et vous voyez bien la partie ancienne avec l'effondrement de cette partie-là, on a repris la fenêtre et on a reconstruit de manière, j'allais dire, normée, la partie qui s'était effondrée ou que l'on a effondrée, ça arrive très souvent. Ajout de contrefort, ça aussi un élément tout à fait important, surtout dans les angles, ou bien, comme vous le voyez tout à fait là, près des ouvertures, et on voit très bien le parement du contrefort par rapport à la verticale du mur primitif. Même chose là. Autre élément très intéressant, très caractéristique, les reprises d'arras de toiture. Tout cela a été refait complètement après destruction et effondrement du toit. Je reviendrai aussi sur les tirants en acier ou en fer, pardon, qui ont été ajoutés après catastrophe pour consolider les murs basculés. Autre élément encore, les voûtes, les arcs de contrefort qui permettent de liaisonner une maison et d'appuyer une maison à la maison en face dans la rue. Une chose qui aujourd'hui légalement n'est plus possible parce que la rue est considérée comme un espace public et que les propriétaires ne peuvent plus occuper cet espace public, d'autant plus que le propriétaire d'un des immeubles n'a pas du tout aux contraintes de la maison voisine. En revanche, ces arcs sont très répandus et ici l'exemple à Manosque est d'autant plus intéressant que l'arc porte une date qui est celle du tremblement de terre de 1809. Vous voyez, on peut les étager dans la rue à Forcalquier, sur toute la hauteur de la rue, de manière à liaisonner en quelque sorte les maisons les unes aux autres, comme une espèce de ceinture, comme une espèce de muraille continue qui fait qu'on dissipe l'énergie du tremblement de terre au lieu de la laisser se manifester sur un seul bâti. En revanche, là, le dessin de mon ami Rideau est tout à fait caractéristique. Nous l'avons fait pour essayer de montrer à nos collègues ingénieurs qu'il est très difficile de modéliser ce genre de bâti ancien parce que vous voyez l'étagement des arcs, les reprises successives, il y a là des choses extrêmement compliquées qui ne peuvent relever que de l'observation.
Autre élément caractéristique, on renforce les angles, cette fois-ci non plus simplement par un contrefort, mais par un massif de maçonnerie qui en même temps va permettre d'ajouter un escalier, une porte d'accès, quelque chose qui augmente en quelque sorte le confort et l'habitabilité de la maison. Et cet élément à la fois contreforte et permet d'augmenter le confort des habitants. Autre élément, je l'ai déjà signalé, les tirants en fer, ce sont des éléments qui sont très bien connus et qui sont très bien datés aussi. La technique dans nos pays méditerranéens de ces tirants en fer ne remonte pas au-delà du XVIIe, XVIIIe. En revanche, il faut bien distinguer entre les tirants que l'on met après construction, c'est-à-dire, on le voit, la position de ces tirants est contre le mur de refend de ce bâtiment, alors que dans d'autres cas, à titre préventif, eh bien, on va mettre les tirants dans le mur au moment de la construction. Et vous voyez bien que là, on a un mur qui doit faire 50 ou 60 d'épaisseur, mais les tirants ne sont pas à plus de 20 cm de l'angle, et ils sont surtout dans les deux sens, c'est-à-dire le but, une fois encore, c'est de chaîner les constructions pour éviter le basculement des murs, la déformation des angles, l'effondrement des angles. Vous avez là un point très important qui est qu'il faut prendre en compte les effets de site des tremblements de terre. L'abbaye de Tatef est posée, le château de Vernègue est posé sur un massif rocheux, et ce massif rocheux crée évidemment des sensibilités plus fortes aux ondes sismiques et s'effondre très régulièrement. Le château de Vernègue a été certainement ruiné plusieurs fois, mais il subsiste encore, et on en a encore des vues sur ce rocher au-dessus du village, du vieux village de Vernègue, abandonné au moment du tremblement de terre de 1809, et que les autorités ont reconstruite 1 kilomètre ou 2 plus bas de la colline, de manière totalement artificielle. Voilà encore des états de la colline de Vernègue avec des fissurations dans les rochers. Et puis, l'acceptation du risque est très importante. Ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler le repérage des dommages. Vous avez des blocs qui se sont promenés un peu partout depuis le haut de la colline. Et au lieu de les évacuer, parce qu'on n'en a pas le moyen, on n'a pas ni les engins modernes, ni les marteaux-piqueurs, etc., eh bien, on les intègre purement et simplement à la construction. Et c'est un phénomène très général. On le trouve ici aussi bien à Vernègue qu'à Delphes ou en Italie, et de manière parfois très spectaculaire, comme le montrent ces images, où le bloc de rocher n'a pas gêné la construction de l'entrée de cette maison et d'une petite pièce de service. Même chose, effet de site sur l'abbaye de Tatef, et là encore, acceptation du risque, parce qu'un grand monastère, on ne le déplace pas comme ça. Donc, même si la répétition, la récurrence des tremblements de terre est connue, eh bien, on va maintenir la construction et le monument en place. Troisième partie de cette présentation, ce que nous appelons les éléments de culture sismique. Je vous ai montré qu'il y avait des éléments d'acceptation du risque, mais en même temps, les communautés anciennes n'étaient pas passives, contrairement à ce que l'on croit, en disant qu'ils suppliaient Dieu et faisaient des processions, mais ils faisaient aussi des interventions très précises et très caractéristiques pour diminuer la vulnérabilité de leur bâti. C'est le cas à Delphes, par exemple, pour ce qu'on appelle le mur polygonal. Vous avez là un mur de terrasse sur lequel, du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, sur lequel a été installé le temple d'Apollon. Eh bien, ce mur polygonal, qu'est-il ? Lorsque vous multipliez les faces de joints d'un bloc à l'autre, vous limitez les passages de rupture, les fissurations, parce que
tout cela est un problème en fait de tribologie, c'est-à-dire de déplacement et de friction entre les faces de joint des blocs. Donc plus les faces sont irrégulières et moins les déformations se produiront. Même chose si vous chaînez ou si vous insérez dans les constructions des piliers qui permettent par exemple de soutenir les charpentes, ici et près de cette ouverture, ils vont jusqu'au toit et ils sont fortement chaînés par rapport à la petite maçonnerie qui est insérée entre les deux. Autre technique très intéressante en Arménie, le chaînage horizontal, c'est comme si vous aviez des tirants en pierre que l'on met ici à partir d'une taille des blocs très particulière, comme vous voyez, qui permet de faire que les blocs s'accrochent les uns aux autres et donc vous ceinturez le bâtiment de manière complète, de manière à éviter l'ouverture des angles et l'effondrement du bâtiment. Même chose à Delphes, encore une fois, je rappelle que la faille de Delphes, elle passe pratiquement sous le temple. Ce temple a été effondré très probablement dans le début du IVe siècle avant Jésus-Christ. On a une inscription qui semble y faire référence et reconstruit par la contribution de l'ensemble des Grecs, des cités grecques du IVe siècle. Ça a duré une 30 ou 40 années, mais là encore, intervention très précise de l'architecte qui a pris les précautions nécessaires pour que la plateforme du temple ne soit pas déformable. Et vous le voyez, après 2500 ans, pratiquement, la plateforme est encore intacte. Pourquoi? Parce qu'on a inséré des blocs, on a créé une espèce de grille en pierre avec des liaisonnements horizontaux et verticaux dans chaque bloc. Et donc, vous avez là quelque chose qui est fait pour ne pas être déformé. Autre technique pour faire face à cette vulnérabilité des bâtis, surtout pour les bâtis en hauteur, c'est diminuer les dimensions et le volume des constructions au fur et à mesure qu'on monte en hauteur. Et là, vous avez donc, si vous voulez, une diminution de l'inertie des parties hautes qui fait qu'elles vont mieux résister que dans d'autres bâtiments. Également, intervention sur les angles, toujours pareil, avec des renforcements après tremblement de terre, très importants, avec de la pierre de taille qui se distingue très fortement de la petite maçonnerie antérieure. Et ici, en plus, c'est très intéressant parce qu'on est à Salon de Provence ou à Pélissane et on peut montrer que ce renforcement-là repose sur des techniques de taille du XVIIIe siècle qui font supposer qu'il y a eu un tremblement de terre antérieur à celui de 1909 qui a évidemment touché Salon de Provence et les villages voisins comme Pélissane, mais celui-ci est certainement antérieur. Ce confortement révèle l'existence d'un tremblement de terre antérieur à 1909. Autre élément, par exemple, de renforcement, c'est transformer des contreforts en éléments de confort et en éléments d'habitabilité. Vous aviez là des bâtis à Ischia, près de Naples, une île près de Naples, où on faisait des contreforts pour éviter le basculement des angles. Mais à partir d'un certain moment, on a fermé l'espace entre ces contreforts et on en a fait des loggias successives. Donc vous avez à la fois essayé de diminuer la vulnérabilité de votre bâti et augmenter le confort de votre habitation. Autre élément très intéressant, dans un pays très alpin, dans la région d'Imperia, en Ligurie du Nord, à la frontière franco-italienne, vous avez dans un vieux village de bergers qui s'appelle Grangy, aujourd'hui abandonné, des tirants, en fait des troncs d'arbres, avec des clés qui sont des clés en bois qui permettent de limiter l'écartement des murs. Un autre exemple, ici, c'est le changement de matériaux. J'ai pris cet exemple à Vienne. Nous avons pu détecter l'existence d'un tremblement de terre
dans les premières décennies du 1er siècle après Jésus-Christ, et en particulier sur le temple d'Auguste et de Livy, eh bien, vous avez là un temple qui a été ruiné en partie. Vous voyez, tout le portique est s'est effondré, mais quand on a reconstruit, on n'a pas utilisé les mêmes matériaux qui étaient des blocs de calcaire très vulnérables et friables, dont les dommages, par exemple ici une rotation de base de colonne ou la déformation du mur arrière de la cella. On a choisi un matériau beaucoup plus dur, le calcaire qui vient de Seyssel, au nord de Lyon, largement au nord de Lyon, et là encore, on voit que pour un monument de cette importance, on n'a pas hésité à faire à la fois un effort en termes de transport, de coût de transport et de taille des matériaux pour la reconstruction de ce portique est du temple d'Auguste et de Lévi. On voit que ça a été la même chose sur les arcs du forum. L'arc oriental a été complètement tourné et fissuré, mais il ne s'est pas effondré parce qu'il était probablement parallèle au passage de l'onde sismique. En revanche, l'arc perpendiculaire orienté nord-sud, par exemple, eh bien, a été complètement ruiné. Il a été reconstruit, mais avec une technique et avec les matériaux que j'ai signalés tout à l'heure pour le temple, mais aussi avec une technique très particulière, qui sont que les claveaux de voûte sont à crossettes, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les blocs horizontaux des assises voisines, qui font qu'ils sont largement bloqués et ils ne peuvent pas glisser de manière aussi facile que dans les claveaux de voûte de l'arc voisin. Autre exemple, on a parlé tout à l'heure de pelage de façade. Eh bien, les architectes arméniens ont trouvé une très bonne solution pour éviter ces pélages de façade, c'est de créer des angles rentrants, on appelle ça des dièdres, qui permettent de chaîner les blocs de parement perpendiculairement ou à 45 degrés, et donc d'éviter ou de raccourcir le cours des blocs parallèles de la façade, et donc d'éviter les pelages de façade. Et vous avez ici un exemple alors très ornemental qui montre que non seulement on vise à diminuer la vulnérabilité du monument sur ce type de dommage, mais aussi à donner une sorte d'aspect esthétique à cette intervention qui est là, on le voit, largement plus exagérée que dans l'exemple précédent et qui sert vraiment de décoration. Autre exemple encore, rétrécissement des ouvertures, on ne les bouge pas, mais on essaye de rétrécir les linteaux et on met en particulier des consoles qui permettent de limiter les efforts sur le bloc de linteau. Également, j'ai parlé tout à l'heure des ruptures de blocs sur les seuils ou sur les balcons. Eh bien, une intervention, j'allais dire, parasismique, tout à fait caractéristique, c'est on fait deux blocs, c'est-à-dire on les fend par avance, et du coup, le phénomène décrit tout à l'heure, c'est-à-dire ce bloc se soulève et retombe, ce bloc se soulève et retombe un peu après, mais comme l'appui est fendu, eh bien, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de dommage. Autre élément très intéressant de culture sismique, sur les voûtes en particulier, c'est une taille précise des blocs de claveaux, et vous avez là des moyens de faire que les claveaux ne descendent pas en créant des créneaux réguliers sur ces arcs. Et vous voyez, la voûte a dû s'effondrer, mais l'arc de cette forteresse arménienne dans la montagne est resté intact. Cela va très loin parce que là encore, ces techniques peuvent arriver à répondre aussi à des efforts d'esthétique. Et c'est caractéristique dans l'architecture seldjoukide en Turquie ou mamelouk
en Égypte. On a là des blocs de matériaux différents, mais la taille de ces blocs est telle que pratiquement vous n'avez aucune chance que, en cas de tremblement de terre, vous ayez un glissement de claveaux sur ces arcs de voûte. Ou alors, et ça c'est une technique qui va également dans le même sens, je parlais tout à l'heure d'un problème de tribologie, c'est-à-dire de glissement, de friction des blocs les unes aux autres, eh bien si vous augmentez la taille des claveaux de voûte, vous limitez le glissement autant que possible, et c'est le cas que l'on a ici dans cette petite chapelle de la région de Manosque. Même chose aussi, si vous faites des tympans de portes d'église non plus monolithes mais en plusieurs parties, vous allez limiter les effets de friction et de déplacement, puisque pratiquement les surfaces de joints sont extrêmement grandes et retiennent les énergies. Même chose, renforcer les voûtes par les arcs de voûte, et c'est le cas ici. Vous ajoutez des piliers au mur et vous reconstruisez un arc complet pour soutenir la voûte en question. Même chose ici, encore un autre élément intéressant, très célèbre, c'est pour éviter les mouvements sur les colonnes, de mettre un joint souple entre la base de la colonne et la colonne elle-même. Et c'est en général une feuille de plomb. Vous avez ça déjà au théâtre de Larissa, où la reconstruction du bâtiment de scène, avec des colonnes doriques que j'ai montrées tout à l'heure, elle repose sur une feuille de plomb qui est un joint souple qui amortit les chocs. Ici, la technique est la même en Arménie, pour une église du 7e, 9e siècle après, et vous l'avez également, très célèbre, à Sainte-Sophie de Constantinople, mais d'une manière, j'allais dire, ultra sophistiquée, puisque le joint souple en plomb est masqué par un ornement en bronze qui est plaqué par-dessus, mais qui sert en quelque sorte de bague pour masquer le joint en plomb qui a été interposé entre la base et la colonne. Autre technique, évidemment, renforcer les arcs et le sommet des colonnes par des tirants. Ici, le plus souvent, dans les techniques anciennes, ce sont des tirants en bois. Et vous avez là des éléments qui font que vous absorbez l'énergie et que vous empêchez que les mouvements horizontaux des colonnes et des arcs autant que possible. Autre technique encore, quand vous construisez des murs à double parement, eh bien, vous les chaînez. Et là, c'est un exemple sur un palais mycénien à Malia, en Crète, c'est-à-dire que ça remonte déjà au XIIe ou XIIIe, XIVe siècle avant Jésus-Christ. Ces gens savaient déjà comment se comporter pour éviter un maximum de dommages à leur construction. C'est le cas aussi, toujours à l'époque mycénienne, dans l'île de Santorin, à Akrotiri, où l'ensemble des constructions, sur un village qui est daté du XVIIe, XVe siècle, si je me rappelle bien, eh bien, la structure des bâtiments est entièrement en bois, comme le montre l'éclaté que vous avez ci-dessous. Et toutes les ouvertures sont chaînées avec du bois, tous les angles sont chaînés avec du bois. On peut avoir la même technique, mais plus pauvre, dans les bâtis ruraux de tous les Balkans, avec ces alignements d'échelles, en quelque sorte en bois, qui permettent d'éviter les déplacements horizontaux des murs, d'autant plus que, là encore, c'est une question de friction. Si vous avez un chaînage en bois et par-dessus de la pierre, ça va beaucoup mieux résister que si vous avez des joints vifs pierre sur pierre. Et donc, vous avez là un élément qui va diminuer le risque d'éclatement et de destruction des angles et des murs. Cela est très général dans l'ensemble des bâtis des Balkans.
Et autre élément de culture sismique, c'est cet élément-là. Je regarde, je ne vais pas avoir de photo, mais c'est un élément très intéressant. C'est de superposer entre deux niveaux de construction des sortes d'amortisseurs, des rouleaux en bois. C'est ce que vous avez dans les maisons alsaciennes. Les maisons alsaciennes, un règlement du Moyen-Âge interdit de construire ces maisons avec des éléments verticaux de plus d'un étage. C'est-à-dire qu'en réalité, chaque étage est une sorte de boîte superposée à la boîte suivante, mais avec des amortisseurs entre qui font que si vous avez un mouvement horizontal, ça va bouger comme cela. Eh bien, j'ai retrouvé la même chose à Alger dans une construction du XVIIe, XVIIIe qui s'appelle le Palais des Ambassadeurs, où sur le sommet des chapiteaux en pierre, vous avez un assemblage de 3 couches de baguettes d'acacia qui permettent en quelque sorte un effet de rotule, comme ça, en cas de passage de l'onde sismique. Encore un autre type de construction de protection, le bois joue un rôle considérable dans ce type de réparation ou d'intervention, où vous avez des techniques qui sont issues pratiquement de la charpenterie de marine. On fait des constructions à colombage, mais on y ajoute des entretoises, on y ajoute des renforts. Vous avez la même chose aussi dans les maisons alsaciennes, mais à l'EFCAS avec une particularité que je vous montre ici, qui a été très bien étudiée par un collègue grec de l'école d'architecture d'Athènes, c'est que la structure porteuse, ce ne sont pas les murs, c'est la structure bois. Et c'est dans le cas d'un tremblement de terre, si les murs s'effondrent, eh bien l'étage et la structure bois vont encaisser le choc et se maintenir en place. Vous avez également l'explication de ce phénomène. Vous voyez les entretoises, les poteaux qui portent le premier étage et qui créent la structure bois. Les murs en pierre, eux, servent pour une chose très importante, c'est la protection contre les voleurs, puisque au rez-de-chaussée, en général, on met les magasins avec les marchandises. La technique utilisée là est très très caractéristique de la charpenterie de marine, avec les renforts en particulier qui augmentent la portée des têtes de poteaux et ainsi de suite. Encore un très bel exemple de structure bois, c'est la maison dite Pont-Balai, le célèbre tremblement de terre de 1755. Que s'est-il passé? Le marquis de Pombal, qui était le premier ministre du roi de Portugal à l'époque, a demandé à ce qu'on définisse un bâti qui puisse résister au tremblement de terre. Et pour ce faire, j'allais dire, je fais comme une sorte d'anecdote, il enferme dans une pièce les meilleurs architectes, les meilleurs charpentiers et les meilleurs ferronniers de Lisbonne. Et il leur dit, j'attends maintenant votre résultat. Le résultat, c'est un bâti à structure bois complète, depuis les fondations jusqu'à la toiture, et les façades en pierre sont accrochées à la structure bois, mais avec des détails d'une sophistication considérable, qui est par exemple que ici, vous avez des blocs en pierre en avancée sur les ouvertures des boutiques, parce que, comme vous savez, dans les boutiques, on a très souvent des braseros, et en cas de tremblement de terre, ces braseros vont s'effondrer et mettre le feu à l'ensemble de la construction. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs à Lisbonne en 1755, après le tremblement de terre. C'est l'incendie qui a ravagé le centre de Lisbonne de manière absolument impitoyable. Voilà les résultats de ces produits qui, après 200 ans, ou 250 ans, tiennent parfaitement et jouent parfaitement leur rôle. Ou alors vous êtes dans des pays ruraux et si vous avez peur du tremblement de terre, eh bien vous enterrez votre maison. C'est la meilleure solution. Et vous faites même une couverture en terre, donc qui permet
de gagner en chaleur, etc. Et vous abritez là à la fois les habitants et les animaux, mais vous êtes sûr que ni les uns ni les autres ne subiront de blessures ou de en cas de tremblement de terre. Et en particulier, ces maisons ont des techniques très intéressantes, c'est que les charpentes sont pyramidantes avec un croisillon de poutres qui montent peu à peu, mais qui ne sont pas liaisonnées et qui, elles encore, peuvent bouger les unes par rapport aux autres. Dernier élément, actualité de l'archéosismologie. Oui, pourquoi faire de l'archéosismologie? C'est bien sûr pour apporter des informations sur les tremblements de terre du passé, mais également pour nous renseigner, et ça me paraît très important, sur le degré de risque accepté par les communautés anciennes et les nôtres, bien évidemment. D'abord, cette archéosismologie, elle est fondée sur, comme je l'ai dit, les objets matériels, les bâtis en dur, et vous avez là une différence, c'est qu'il y a des pays où vous n'avez pas de bâtis en dur. Vous n'avez pas, et même s'il y a de la sismicité, au Japon, où vous n'avez pas de bâtis en dur, vous n'avez que des constructions en bois. Mais ça ne joue pas non plus, il n'y a pas d'archéosismologie pour les huttes palafines en Nouvelle-Guinée ou dans les îles du Pacifique. Vous n'en avez pas non plus pour les yourtes mongoles, vous n'en avez pas non plus pour les tentes des Indiens d'Amérique ou pour les igloos des Esquimaux, parce que vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas d'avoir des dommages majeurs en cas de tremblement de terre et des dommages dont les traces vont perdurer. Donc vous êtes liés en fait à ces traditions de bâtis construits en dur, soit monumentaux, soit au contraire liés à la tradition constructive locale qui remonte dans le temps très très haut, jusque pratiquement les débuts de la sédentarisation de l'homme préhistorique qui cesse d'habiter dans des grottes. Donc, risque et culture du risque hier et aujourd'hui. Quel a été le comportement des communautés anciennes et celle d'aujourd'hui? C'est finalement la question majeure. Dans les régions qui sont régulièrement affectées par les calamités naturelles, comment est-il possible de reconnaître le degré de risque accepté par une communauté localement? Comment est-il possible de maintenir et de protéger les bâtis anciens qui subsistent et qui constituent aujourd'hui le patrimoine de nos régions? Vous voyez bien que dans France, la majorité des centres anciens de nos villes et villages sont constitués par des bâtis qui ont plusieurs siècles. Et quand vous êtes en région de tremblement de terre, et c'est une large partie de la France, la vallée du Rhône, la vallée de la Durance, l'ensemble des Alpes, les Pyrénées, la vallée de la Loire, une partie de la Bretagne, les Hauts-de-France, le long du Rhin, eh bien, vous avez là des degrés de risque acceptés par les communautés depuis plusieurs siècles. Mais il faut bien se rappeler que le tremblement de terre n'est pas la seule cause de destruction, ça n'est même vraiment pas la plus fréquente. Ce tableau vous montre comment on peut distinguer entre ce qu'on appelle risque naturel et risque lié à l'activité humaine. Et dans une partie de ces tableaux, vous avez des mouvements soudains et brutaux, comme le tremblement de terre, les crues, les inondations, les incendies, et puis les phénomènes de longue durée, c'est-à-dire les érosions, les changements climatiques, les changements géologiques. Dans la partie longue durée, eh bien, vous avez les différents éléments de l'abandon, la désertion, les remplacements, etc. Et puis vous avez également dans la partie humaine, eh bien, les abandons liés aux guerres, les abandons par manque de régulation ou par manque de ressources. C'est une chose dont on va parler qui est très importante. Pour répondre à la question, il faut donc reconnaître le comportement des communautés anciennes et actuelles,
retrouver ce degré de risque accepté. Les témoignages se rapportant à ce degré de risque ne manquent pas, y compris dans la littérature ancienne. Voir par exemple le géographe Strabon qui, au 1er siècle après Jésus-Christ, écrit à propos de la ville de Philadelphie de Lydie, qui est la ville d'Al-Chéhir dans la province de Manissa, dans l'ouest de la Turquie. Ici, les séismes arrivent si souvent que les habitants ont développé des techniques spécifiques pour construire leur maison. Eh bien, c'est un élément très important qui montre qu'on accepte le risque et qu'on cherche à s'en prémunir en diminuant la vulnérabilité des bâtis. Donc on revient sur ce que j'ai montré précédemment, l'observation des traces de dommages et de réparation, l'évaluation de la vulnérabilité des bâtis et de la société et l'évaluation de la sismicité locale, car bien sûr, il ne faut quand même pas oublier le tremblement de terre. Mais un des éléments les plus importants, c'est la vulnérabilité des bâtis. Si vous avez un bâti à l'abandon, comme cette maison grecque dans la montagne du Pélion, eh bien, vous risquez de la voir s'effondrer au premier tremblement de terre. Bien qu'elle ait, comme vous le voyez, l'échaînage en bois régulier, des angles un peu renforcés, des ouvertures également un peu chaînées, mais elle est abandonnée, elle ne fait pas l'objet d'entretien régulier, elle va probablement risquer l'effondrement. On distinguera de ce point de vue-là, donc, les capacités d'intervention des communautés, y compris les nôtres aujourd'hui, sur les différents types de bâtis. Il est évident que sur un bâti monumental comme celui qui est là, tout à fait à droite, eh bien, c'est un bâti protégé par la loi. C'est un bâti qui a propriété publique. C'est un bâti pour lequel les experts, architectes des monuments historiques, etc. sont formés et interviendront. Donc, le degré de risque de ce bâti est extrêmement faible. En revanche, les fouilles archéologiques, les vestiges archéologiques que l'on dégage aujourd'hui sont, eux, avec un degré de risque bien supérieur. Voyez le problème qu'on a à Pompéi. Il faut évidemment reconforter l'ensemble des murs des maisons et des monuments de Pompéi, maintenant qu'ils ne sont plus enfouis dans les laves du Vésuve. Beaucoup plus difficile encore, le bâti ancien actuellement subsistant, rural ou urbain, de nos centres historiques, qui sont propriétés privées. La plupart des cas, les gens n'ont pas l'argent pour l'entretenir vraiment ou pour le restaurer. Et deuxièmement, il est dans un état de fragilité souvent très important. Donc, vous avez là une augmentation du degré de risque qui est considérable. Un autre élément qui permet d'assurer cette évaluation du degré de risque, c'est ce qu'on a appelé la lecture, ce qu'on appelle la lecture archéologique des bâtis. Vous avez là un exemple sur une chapelle de Sainte-Agathe à Saint-Mème, près de Manosque, et vous pouvez distinguer, en commençant par les interventions de la DRAC 1965 pour la réfection des toitures, et vous allez jusqu'aux fondations primitives du bâtiment sur le rocher, en déterminant chaque fois ce qu'on appelle des unités stratigraphiques ou constructives, les interventions qui ont été faites, destruction, reconstruction de telle et telle partie, réfection de l'angle, réfection des montants de la porte, réfection de l'angle déjà auparavant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avez là une lecture qui vous donne l'ensemble de l'histoire des interventions de la communauté sur cette construction, je le répète, jusqu'à aujourd'hui. Mais ce comportement des communautés est fortement conditionné par la récurrence des phénomènes et des événements, que ce soit l'incendie, le tremblement de terre, les guerres, etc. La question pour nous fondamentale, c'est vous avez un événement, un autre événement, un troisième événement, mais la question fondamentale, c'est qu'a fait la communauté entre ces deux événements. Ça, c'est le plus important. Et donc, vous pouvez évaluer ce qu'a fait la communauté, c'est-à-dire le degré de risque qu'elle a accepté. Ou bien elle n'accepte pas et elle va réparer, mais plus en bien que mal, et la vulnérabilité va diminuer régulièrement pour aboutir
pratiquement à l'état du bâti que je vous ai montré de cette maison des Balkans, ou bien au contraire, elle va intervenir de manière régulière en maintenant l'état de sécurité, en quelque sorte, de son bâti d'un événement à l'autre. Et c'est très intéressant et très important parce que c'est lié à la nature même du risque sismique en question. Si vous avez un risque sismique qui est lié à une intervention, à une récurrence très longue entre deux tremblements de terre, c'est le cas en particulier en France, ou par exemple en Provence, un tremblement de terre, c'est au mieux tous les 100 ans ou tous les 110 ans, c'est-à-dire 3 générations. Alors on dit, ah oui, ma grand-mère se souvenait que... Mais en réalité, on a oublié que la maison qu'on habite a déjà été frappée par le tremblement de terre. En revanche, si vous avez ce qu'on pourrait appeler la bonne sismicité et la bonne récurrence, c'est-à-dire des énergies moyennes entre, j'allais dire, 5 et 6 quelque chose, et une récurrence suffisamment courte, d'intervalle suffisamment court, alors là, vous aurez le schéma que je vous ai montré dans l'image précédente de l'intervention de la communauté, acceptant le risque et sachant y faire face. Il faut connaître, évidemment pour cela, la sismicité locale, car le problème des communautés anciennes, qui n'ont pas autre chose que l'observation pour voir et mesurer les effets des tremblements de terre, c'est essentiellement localement. Donc le tremblement de terre a-t-il que l'on observe, ou les dégâts que l'on observe, a-t-il une origine proche ou lointaine? Celui qu'on cherche, le tremblement de terre qu'on cherche, n'est pas nécessairement dans les catalogues. Et enfin, un tremblement de terre peut en cacher un autre. Je vous ai dit tout à l'heure, la réparation de l'angle de cette maison de Pélissane antérieure au tremblement de terre de 1909 intervient sans aucun doute sur les effets d'un tremblement de terre précédent au XVIIIe siècle. Donc il y a là des éléments historiques, ce mouvement de la faille, et il faut reconnaître quelle est la faille. Alors là, vous avez un problème intéressant, qui est qu'il existe une loi d'échelle et que cette loi d'échelle détermine en quelque sorte l'importance de l'énergie et donc des déplacements et de la durée du tremblement de terre en fonction de la longueur de la faille. Si vous avez des failles entre plaques, c'est le cas en particulier des grands séismes himalayens, Katmandou au Népal, etc., vous avez des mouvements très considérables de l'ordre de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres, et des durées de l'ordre de plusieurs minutes. Vous avez ces tremblements de terre sont ressentis à plus de 1000 km. C'est le cas précisément du tremblement de terre que j'ai étudié au Bangladesh, sur le site de Mahastan. Il est probable que la cité de Mahastan a été ruinée par un tremblement de terre dans les années 1250, milieu du XIIIe, qui est, par chance, connu par des archives chinoises comme un tremblement de terre himalayen du Népal Nord et qui a diffusé dans l'ensemble du sous-continent indien et de l'Asie du Sud-Est jusqu'à Dhaka et au-delà. On en a le modèle récent par le grand tremblement de terre de Katmandou du début des années 2000 qui a fait plusieurs morts à Dhaka, c'est-à-dire à plus de 1000 km. En revanche, dans nos pays alpins, vous avez des failles de l'ordre de la dizaine de kilomètres qui durent 3-4 secondes, un peu plus. Il est rare d'avoir des failles de l'ordre de 50 km. Eh bien, ces tremblements de terre ne sont pas moins destructeurs. Ils ne délivrent pas forcément des énergies extrêmement fortes de l'ordre de 9 ou autres, mais de l'ordre de 5, 6 et au-delà. Mais vous voyez, le mouvement, c'est de l'ordre de la dizaine de centimètres. Simplement, si votre maison n'est pas très loin de la faille, eh bien, elle sera par terre
si son état de vulnérabilité le conditionne les effets. Donc il ne faut pas croire que nos petites failles alpines sont des choses anodines. C'est le cas justement du tremblement de terre qui s'est passé au début de ce mois, le 3 mars 2021, dans la région de Larissa, au nord de Larissa, sur une faille que, il se trouve, j'ai beaucoup étudiée pendant plusieurs années avec mon collègue italien, le professeur Caputo de l'université de Ferrare, spécialiste de la géologie de tremblement de terre. Vous avez là une vue de la faille qui remonte en direction des montagnes, et là vous avez le plan avec la traversée de la rivière qui a été ouverte probablement par la rupture de la faille, et le petit carré rouge que j'ai inséré là, c'est la trace d'un pont ottoman dont on a retrouvé la moitié d'une arche dans le sable de la rivière et qui était placé exactement sur la faille pour une raison très simple, c'est que ces grands ponts byzantins et ottomans qui ont des grandes arches très ouvertes et complètement rondes, avec les chemins qui montent comme en dos d'âne, eh bien il faut qu'ils soient appuyés sur, c'est des grandes voûtes, il faut qu'ils soient appuyés sur du rocher, on ne peut pas les appuyer sur de la terre, et donc on s'est appuyé sur le rocher que la faille traverse exactement à ce point-là. Donc vous avez là un tremblement de terre dont on avait estimé en 2014 que voilà la faille qui se suit dans la plaine de Larissa, on la suit tout le long là, au sud de la vue précédente, et voilà la tranchée qu'on a pu ouvrir sur la faille. Vous avez à gauche le rocher avec le miroir de faille, vous avez au moins 3 événements qui se déplacent avec des ouvertures le long de la faille qui sont peu à peu remplies par les sédiments. En revanche, vous comprendrez aussi que cette intervention paléosismologique ne peut pas donner des tremblements de terre récents, car, j'allais dire, la période historique, c'est les 10 ou 20 cm de sol en surface qui sont accumulés par l'érosion et pas du tout lisibles par la géologie. En revanche, les bâtis qui sont à proximité de la faille, on peut les lire parfaitement. Et je parlais donc d'une énergie 6.0, pas 6.6, 6.0 à 6.3, eh bien, vous reconnaîtrez très clairement les fissures en croix, les effondrements de parties hautes, les effondrements d'angles, les ruptures des parties des superstructures en avancée, bien que, là encore, la technique ancienne, avec les consoles pour soutenir ces avancées, ont évité considérablement des dégâts par rapport à l'église récente construite en briques qui, elle, n'a pas tenu le coup. Il est nécessaire également de considérer non seulement la vulnérabilité technique, c'est-à-dire celle des bâtis, mais aussi la vulnérabilité sociale. Il est évident qu'une communauté qui a des structures sociales organisées, des ressources disponibles, une culture sismique, va évidemment mieux supporter les effets d'un tremblement de terre qu'une communauté qui a une perte de dynamique, qui n'a plus les ressources, qui n'a plus les compétences. Et donc, vous avez là un élément très important, c'est celui des comportements et de la régulation sociale et publique. Vous avez là un petit diagramme qui montre que, précisément, si vous avez une communauté dynamique, les effets du tremblement de terre ne sont pas exagérés. En revanche, si vous avez une communauté en déclin, les effets du tremblement de terre seront beaucoup plus forts. Et donc, vous avez là un élément très important qu'il faut prendre en compte aussi pour les tremblements de terre du passé. On a un très bel exemple que nous avons relevé avec mon ami Alain Rideau. À Beaumont-de-Pertuis, vous avez eu un tremblement de terre au début du XVIIIe siècle, mais très curieusement, les réparations et les bâtis viennent presque 40 ou 50 ans plus tard. Pourquoi ? Que s'est-il passé entre les deux ? Eh bien, entre les deux,
vous avez eu le choléra de Marseille au début du XVIIIe. Et pendant 30 ans, la communauté n'a pas eu ni la force ni les moyens d'intervenir sur son bâti. Voilà un très bon exemple, à mon avis, de ce que la vulnérabilité sociale liée à un contexte historique peut donner en matière de vulnérabilité et de dommages dans les tremblements de terre. Ceci dit, une culture, on le sait, ça peut se perdre. Et les communautés ne sont pas toujours aptes à donner les meilleures réponses. Elles peuvent introduire des fautes, des déviations qui augmentent la vulnérabilité des constructions et la vulnérabilité de la communauté. Il est évident, par exemple, et je l'ai déjà souligné, que l'abandon est un facteur de vulnérabilité supplémentaire. Il est évident que le manque d'entretien est un facteur de vulnérabilité supplémentaire. Mais vous avez d'autres exemples liés à l'intervention moderne. Par exemple, le bâti de Lisbonne-Pontbalien, eh bien, aujourd'hui, on ne résiste pas à y ajouter des surélévations. 2 étages. Il est évident que ça rompt complètement l'équilibre de cette structure. De même, si vous remplacez les petites portes des boutiques par des grandes vitrines pour des grands magasins, vous allez augmenter la vulnérabilité considérablement de cette structure en bois. Même chose à Salon de Provence. Vous ajoutez à un bâti ancien en petite maçonnerie un étage en moellon avec une loggia et un balcon, etc. Vous êtes sûr que vous augmenterez la vulnérabilité. Même chose aussi, et à Salon de Provence et en France c'est caractéristique, c'est l'avènement de la voiture et de l'électricité. On a voulu faire des grandes portes de garage. On a remplacé les petites portes qui correspondaient à chacune de ces fenêtres par un grand linteau de quelques centimètres, dizaines de centimètres de hauteur, mais le jour où viendra le tremblement de terre prochain, vous pouvez être sûr que ce linteau s'effondrera. Même chose aussi, on cède à la facilité. Le transformateur EDF a été aménagé dans une petite de ces ouvertures avec des claveaux de voûte et des piliers qu'on a supprimés parce qu'on ne peut pas faire des portes qu'on vous livre rectangulaires, on ne va pas les transformer pour en faire des portes à arc de cintre qui s'inséreraient rigoureusement dans l'ouverture ancienne. Mais là encore, vous supprimez la voûte, vous supprimez les montants de l'arc et vous augmentez la vulnérabilité. Même chose aussi en matière de politique d'urbanisme. Si vous ne rectifiez pas l'alignement, comme ici on a permis à cette maison de se construire 1,50 m en arrière de la maison voisine, parce qu'ici il y avait une maison qui a été effondrée, on voit bien qu'il y avait une maison là, puisqu'on a les blocs de chaînage du mur de façade. Mais il est évident que le jour où reviendra un tremblement de terre, non seulement cette grande ouverture, mais surtout ces murs-là vont jouer un effet de bélier sur le mur de la maison voisine et l'endommager plus fortement que si les murs étaient dans le même alignement. Même chose ici, où on a essayé, tant bien que mal, de conforter ce mur-là, mais on n'a pas été. On a voulu élargir la rue, faire une place de parking. Donc on a rompu l'alignement et en même temps, vous pouvez diminuer considérablement la vulnérabilité de ce bâti. Même chose encore en termes de législation. J'ai parlé tout à l'heure de pelage de façade, en particulier en Italie. Eh bien, là, s'il s'agit de villages, de petits villages dans les collines, les montagnes de l'Ombrie, souvent réoccupés, réaménagés, ces fermes, par des citadins de Florence ou des villes les plus proches, mais la régulation italienne oblige les occupants nouveaux à diminuer la vulnérabilité de leurs bâtis en introduisant des éléments rigides à la place des planchers en bois qui étaient d'origine. Donc on vous oblige à faire des dalles en béton. Mais ces dalles en béton ne sont pas déformables, ce qui fait que le jour où un tremblement de terre vient, ces dalles en béton vont faire un effet de bélier sur les angles de la construction qui va se déformer
comme je l'ai montré ici, et tous les angles vont disparaître. Et vous voyez, le toit là est suspendu et l'angle de la maison s'était complètement effondré sous l'effet des planchers modernes. Donc là, un effet pervers de la régulation qui prétendait diminuer la vulnérabilité, l'a en réalité augmenté. Que peut-on donc faire pour assurer la protection de ce bâti patrimonial architectural de nos villes et villages? D'un point de vue statistique, disent les ingénieurs, on peut attendre et voir, puisque le bâti ancien sera mécaniquement remplacé. Effectivement, on vous montre que le taux de renouvellement des bâtis dans nos villes modernes, comme le vieux centre de Lyon ou le vieux centre de Manos, eh bien, c'est 3% par an. Donc, officiellement, en quelques 3 ou 4 ou 5 générations, la moitié au moins du bâti est renouvelé. Ben, c'est pas vrai, dans la mesure où, aujourd'hui, ce bâti historique est protégé par la loi. Donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, et vous ne pouvez pas attendre que le bâti dit antisismique prenne peu à peu la place du bâti ancien dans nos centres historiques. En revanche, vous avez la possibilité de mettre en œuvre des techniques et des matériaux modernes. Cela ne va pas mieux. Vous n'imaginez pas, évidemment, mettre sur isolateur des maisons du vieux centre de Lyon ou de Vienne. Et est-ce que c'est, dans tous les cas, la seule réponse appropriée? Ne l'oublions pas, la poursuite du challenge technique ou du gros contrat peut conduire à de très dangereux résultats en termes de vulnérabilité. C'est le cas, par exemple, à Gumri, pour la cathédrale 19e, qui a été frappée par un tremblement de terre dans les années 70-80. Eh bien, le tremblement de terre de 88 à l'Inénacan a entièrement soulevé, mais d'un seul bloc, le couronnement de ce clocher, qui a été absolument éjecté en l'air et est retombé à quelques mètres de la façade de l'église. Il s'est seulement rompu puisqu'il est un bloc de béton unique, mais c'était une erreur majeure que d'avoir surmonté ce clocher de maçonnerie d'un couvercle en béton de ce type. Mais évidemment, c'était la seule réponse que les ingénieurs pouvaient trouver à l'époque, ou les architectes. Un rêve. J'ai trouvé cette publicité extraordinaire à Bogota, où j'étais allé faire un séminaire sur l'archéosismologie avec quelques collègues, et cette publicité pour les chevilles Hilti est extraordinaire. Ils imaginent qu'on va stabiliser le Parthénon en renforçant ses angles par les chevilles en question. Eh bien, bon, j'ai volé cette publicité parce que personne ne voulait que je la prenne, mais je l'ai subtilisée rapidement parce qu'elle me paraît exemplaire de ce que peuvent rêver certains ingénieurs, le Parthénon enfin consolidé. En réalité, c'est une ignorance totale, dans la mesure où le Parthénon est complètement antisismique. C'est M. Phidias, son architecte, qui l'a conçu ainsi, car on a pu révéler dans les travaux consacrés à la restauration du Parthénon par l'État grec depuis une trentaine d'années que les murs et les côtés, les petits côtés qui portent des frontons très lourds, très élevés, très lourds, à l'est et à l'ouest, ne sont pas chaînés au long côté de la colonnade. Et donc, pour une raison très simple, c'est que les frontons et les petits côtés n'ont pas la même inertie que la colonnade qui est beaucoup plus basse. Donc, en ménageant en quelque sorte une absence de liaison rigide entre les deux parties du Parthénon, on lui permet de réagir au tremblement de terre d'une manière positive. Et ne l'oublions pas, le Parthénon, dans l'état, j'allais dire, d'il y a une trentaine d'années avant les restaurations grecques, ne sont pas le résultat d'un tremblement de terre, mais de l'explosion de la poudrière que les Turcs avaient installée
à la place de l'église qui avait été installée sur le temple à l'époque paléochrétienne. Cette poudrière a explosé en recevant un boulet enflammé tiré par un vaisseau vénitien dans les années 1730 ou 50, je ne me rappelle plus exactement, de l'amiral vénitien Morosini. Et il a volé en éclats, mais précisément, ce qui a volé en éclats, c'est la partie centrale, où il y avait la poudrière, mais pas les frontons ou à peine. En revanche, les morceaux de marbre, on en retrouve qui ne sont pas plus gros qu'une boîte d'allumettes. Donc il faut une méthodologie pour une approche technique de la prévention et la protection du patrimoine architectural. On peut en faire une espèce de charte en quelque sorte, une approche globale qui prend en compte tous les éléments que je vous ai présentés, l'analyse des dommages, l'analyse des réparations, l'analyse des contextes historiques, l'analyse de la vulnérabilité et l'analyse de la sismicité locale, tout ça centré sur le maintien de la résistance ou de la diminution de la vulnérabilité des bâtis anciens. Et là, vous avez en quelque sorte une démarche avec un input et un output qui nous permettent de justifier nos interventions. Nos interventions relevant classiquement de 4 facteurs. Vous avez des communautés, vous avez des ressources, vous avez des valeurs et vous avez de la régulation. Et il faut mettre ensemble l'ensemble de ces 4 pôles qui, si on les laisse séparément, ont tendance à aller chacun dans une espèce de mouvement centripète. Si vous laissez les valeurs prendre le pas sur tout, ou si vous laissez la régulation prendre le pas sur tout, comme par exemple dans les fermes de Lombrie, ou si vous laissez les acteurs prendre le pas sur tout, vous aurez une augmentation de la vulnérabilité. On le voit, ce schéma, j'allais dire, il est complètement applicable aussi à la restauration de Notre-Dame de Paris. Vous avez une intervention à 4 pôles, les ressources, les acteurs, les valeurs et la régulation. Eh bien, c'est cela qui, à mon avis, joue majoritairement dans le maintien de notre patrimoine architectural. Je vous remercie. Ce bâti, il a, comme vous le voyez, quand il est bien entretenu, quand il est occupé, quand il est maintenu, eh bien, il a encore un avenir. Voilà, merci. Oui, il faut que je la lise. Quand vous donnez des dates précises, comment sont-elles obtenues? Alors, il est très difficile en archéologie-sismologie de donner des dates précises, évidemment. On peut donner des fourchettes. Je vous disais, par exemple, le renforcement d'angle à Pélissane, c'est avant 1909. C'est une technique de taille que l'on connaît et que l'on applique au XVIIIe siècle. Ces grands blocs allongés à bossage et ils viennent donc marquer ou réparer ou reprendre quelque chose qui rapporte à un tremblement de terre antérieur. On peut donner des fourchettes, par exemple, pour le 2e tremblement de terre du théâtre de Larissa. Comme je l'ai signalé, les colonnes rompues signifient 1 mètre, 1,50 m du sol et de la base, signifie que l'orchestra du théâtre était certainement déjà abandonné et rempli de terre, puisque la base des colonnes était enfouie. Et on en a un très bon indice, c'est que sous les parties de colonnes qui sont restées sur leur base, vous avez encore la feuille de plomb qui n'a pas été récupérée, alors que d'habitude le plomb est très recherché dans ces bâtiments. Et vous avez là encore la feuille de plomb, parce que les gens ne savaient même pas qu'il y avait une feuille de plomb sous la base des colonnes. Donc les fourchettes, plutôt. Mais, j'allais dire, pour l'histoire des tremblements de terre, et surtout pour l'histoire de la culture sismique des gens, c'est très largement suffisant. Or, évidemment, à Pompéi, on a les dates, et on peut tout donner, mais ça reste exceptionnel.
On va attendre un moment. Il y a d'autres questions. Je répète pour les dates, je reprends l'exemple de Périssane, il faut chercher le tremblement de terre précédent. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme les trains, un tremblement de terre en cache toujours un autre. Parce que la même faille va délivrer périodiquement les mêmes énergies, les mêmes ruptures, etc. Donc il faut remonter sur des bâtis antérieurs au XVIIIe, quand ils existent encore, pour voir si. Et on va trouver 2 tremblements de terre, 3 tremblements de terre. À Larissa, c'est certainement ce qui s'est produit. Le tremblement de terre qui a ruiné le 2e état du bâtiment de Seine a eu lieu, je pense, 400 ou 500 ans après le tremblement de terre sur lequel on a rebâti le bâtiment de Seine avec les colonnes monolithes que j'ai montrées. Ah, alors voyons un petit peu. Il y a beaucoup. Voilà, sur les dates, ça va. L'excès bien de longévité est essentiellement dû à leur forme. Bien sûr, hein, elles ont été. Non, le Caire et la région du Caire est hautement sismique, c'est bien connu. Et les pyramides, non, elles sont l'illustration même de la diminution de volume en hauteur, sans aucun doute. En revanche, il n'y a plus possibilité de voir des dommages réels sur les pyramides, parce que vous savez, on a enlevé complètement leur peau pour récupérer des blocs de construction. Le vieux Caire est entièrement construit avec les parements des pyramides. Donc c'est comme, même chose, on a travaillé beaucoup sur le pont du Gard, et il y a eu un tremblement de terre très important qui a rompu le canal qui amenait l'eau jusqu'à Nîmes, mais on ne peut plus rien lire sur le pont du Gard, car depuis le milieu du XIXe siècle et l'intervention du conservateur des monuments historiques qui s'appelait Prosper Mérimée, les parements du pont du Gard ont été progressivement remplacés, les uns après les autres, génération après génération, et on n'a plus rien à lire. Il faut se déplacer à 4 ou 8 kilomètres en amont du pont du Gard pour trouver des aqueducs, des mini-ponts du Gard, qui, eux, à l'abandon, ont gardé les traces de ce tremblement de terre et de l'intervention des gens, les uns après les autres. Je pense que ça répond à la question. Voilà, bon. C'est très bien.